Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. C'était il y a 10 ans, la loi dite Taubira est promulguée, légalisant le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Alors en 10 ans, 70 000 mariages ont été célébrés, soit 3% des unions. En 2021, la loi de bioéthique a autorisé la procréation médicalement assistée, la PMA, pour les couples de femmes homosexuelles. Et aujourd'hui, la légalisation de la gestation pour autrui, la GPA, n'est pas à l'ordre du jour. Cependant, certains couples homosexuels passent par des pays étrangers pour effectuer une GPA. Et enfin, le lobby LGBT n'est pas en reste en termes de revendications. Donc la GPA, nous l'avons dit, faciliter les transitions de genre, mais aussi l'éducation à l'éducation sexuelle dès l'école primaire. Et il y a 10 ans, avec 331 voix pour et 225 voix contre, le débat n'était pas gagné d'avance à l'Assemblée nationale. Plusieurs députés s'étaient prononcés contre cette loi et le regrettent aujourd'hui, alors comme Gérald Darmanin, Éric Ciotti, Valérie Pécresse ou encore Jean-François Copé. D'autres maintiennent leur opposition à cette loi, comme Thierry Mariani. D'autres hommes politiques, comme François-Xavier Bellamy ou encore Éric Zemmour, sont toujours opposés au mariage pour tous. Ce dernier était au micro de BFM TV dimanche. Pourquoi j'y étais opposé ? Et pourquoi je le suis toujours ? Je ne participerai pas à cette accumulation, je vois, de mea culpa, j'ai fait des erreurs. Gérald Darmanin, Christophe Béchu, Catherine Vautrin. Ça avait commencé avec Valérie Pécresse, vous vous souvenez, pendant la campagne présidentielle, elle avait déclaré qu'elle était à la manifestation pour observer. Le ridicule ne tue pas. Donc, pourquoi j'étais hostile à cette loi ? D'abord parce que, vous avez remarqué, depuis 10 ans, puisqu'on fête le 10e anniversaire, il y a eu à peu près 7000 mariages par an, sur les 250 000 mariages classiques. On a quand même fracturé le pays, divisé le pays pendant des mois pour un nombre très très réduit. On est là, vous savez, normalement une loi, c'est une loi de portée générale, c'est ça la loi. Là, on est vraiment pour quelques individus, il faut quand même le savoir. C'est un dévoiement de la loi. Bon. Deuxièmement, pourquoi j'étais hostile ? J'étais hostile à ce mariage pour tous, ce mariage homosexuel, parce que je savais, j'avais compris, j'avais lu les programmes des lobbies LGBT, je savais que ce mariage était une étape dans un cadre beaucoup plus long et dans un projet beaucoup plus long. En vérité, après le mariage, il était prévu qui avait été précédé du Pacs, il était prévu qu'il y ait ensuite la PMA pour les femmes seules et les couples de lesbiennes, puis la GPA pour les hommes homosexuels. Eh bien, on y est presque. Voilà, vous écoutiez Éric Zemmour sur BFM TV. Et pour en parler ce matin de ces 10 ans du mariage pour tous, nous sommes avec Ludovine de la Rochère. Bonjour Ludovine de la Rochère. Bonjour. Alors vous êtes présidente du syndicat de la famille, anciennement de la Manif pour tous. Et nous sommes avec Aude Mirkovitch. Bonjour Aude Mirkovitch. Bonjour. Alors vous êtes juriste, maître de conférences en droit privé, porte-parole de l'association des juristes pour l'enfance et auteur de l'APMA, un enjeu de société aux éditions Artege, mais aussi questionnement de genre chez les enfants et les adolescents aux éditions Artege. Alors Ludovine de la Rochère, d'abord il y a 10 ans, vous vous êtes mobilisée donc contre cette loi Taubira pour le mariage pour tous. Pourquoi vous êtes engagée il y a 10 ans contre cette loi ? Parce que quand François Hollande, en janvier 2012, dans son programme, au point 31, avait mis le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Et donc, dès ce moment-là, j'ai commencé à solliciter un certain nombre de personnes et à réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Et puis, il y a eu les législatives, il a été élu, malheureusement. Et puis, les législatives de 2012, nous avions commencé, mais nous n'avions absolument aucun moyen et nous n'avions aucun dispositif de prêt. Nous avions commencé à solliciter déjà tous les candidats aux législatives de 2012 pour faire connaître leur position sur ce projet de loi. Et puis, enfin, sur ce futur projet de loi plutôt. Et puis, à la fin de l'été 2012,
Dès le mois de septembre, dès le début du mois de septembre, Madame Taubira a répondu à une interview dans La Croix, expliquant que le projet de loi allait être présenté au Conseil des ministres et elle donnait le contenu de ce projet de loi. Et Madame Taubira, en faisant cette interview avec La Croix, sans doute pensait convaincre les catholiques, et à ses yeux, La Croix était l'organe de presse des catholiques, et donc si les journalistes de La Croix acceptaient ces réponses sans broncher, eh bien c'était le signe que tout allait bien. Et en réalité, de notre côté, en voyant que les choses étaient parties pour aller très vite, nous avons décidé avec deux autres personnes, en l'occurrence Brigitte Barjot et Albéric Dumont, tous les trois, nous avons sollicité des associations pour lancer des manifestations, parce que comme ça allait déjà très vite, il n'y avait pas d'autre moyen pour s'opposer que de s'exprimer dans la rue, de manière visible, pour ouvrir le débat et pour marquer l'existence d'une opposition. Il n'y avait pas d'autre moyen que de manifester. Et puis, comme les associations existantes n'étaient pas prêtes ou ne voulaient pas, à ce moment-là, lancer une manifestation, nous nous sommes donc lancés tous les trois en annonçant les premières manifestations donc, du 17 novembre 2012. Et nous étions absolument convaincus que le mariage de personnes de même sexe n'a d'abord pas de sens, puisque on se marie pour fonder une famille, et que, évidemment, un couple de personnes de même sexe ne peut pas fonder une famille. C'était une aberration. Et puis, dès lors qu'on est marié, on a droit à l'adoption. Enfin, du moins, on a le droit d'obtenir un agrément pour l'adoption et on peut adopter. Et donc, d'emblée, le projet de loi Taubira signifiait très concrètement que tout de suite, avec ce projet lui-même, on allait priver des enfants de père ou de mère. Et donc, volontairement. Et c'était inacceptable pour nous. Et puis, comme il y a très peu d'enfants, malgré tout, il y a peu d'enfants à confier à l'adoption, adoptables, nous savions bien que la suite allait évidemment avec ce projet de loi. Et de fait, la PMA sans père a été proposée dans un amendement dès janvier 2013, et face aux mobilisations de la Manif pour tous, cet amendement, cet article sur la PMA sans père a finalement été retiré par le gouvernement. Mais on voyait d'emblée l'engrenage, premièrement, et deuxièmement, évidemment, le marié de personnes de même sexe, cela revient à dire que nos sexes, hommes ou femmes, n'ont pas d'importance. Cela revient à dire qu'un couple homme-femme, ça revient au même qu'un couple d'hommes ou un couple de femmes pour ce qui est de fonder une famille, et ça n'est pas vrai. Et autrement dit, on savait que ça reposait sur l'idéologie du genre. Et d'ailleurs, l'un des premiers slogans de la Manif pour tous, c'était « On veut du sexe, pas du genre ». Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Ludovine de la Rochère. Aude Mirkovitch, vous aussi, alors vous êtes aujourd'hui mobilisée contre la PMA, notamment aussi contre les questions de genre. On rappelle les titres de votre livre, La PMA, un enjeu de société et questionnement de genre chez les enfants et les adolescents. Est-ce que vous étiez mobilisée il y a 10 ans contre cette loi pour le mariage pour tous ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi j'ai rejoint la Manif pour tous tout simplement parce que j'ai pensé que je n'avais pas le choix et je ne pouvais pas me résigner à regarder le Parlement déconstruire cette institution fondatrice qu'est le mariage et puis avec lui toute la famille en restant les bras ballants. Et j'ai pensé que c'était un devoir pour moi bien que de m'exprimer avec les autres et que de m'engager. Et en effet, depuis le début, le mariage déjà était en jeu. Et justement, le mariage et la filiation, ce sont les deux institutions sur lesquelles repose la famille. Mais dès le début, le mariage n'était pas seul concerné. Et malheureusement, la suite l'a bien confirmé. Et donc, c'était déjà le début de déconstruire la famille, donc en remplaçant la référence à la réalité, au côté institutionnel bien commun, pour reposer sur la seule volonté, sur le seul projet individuel, pour faire reposer la famille sur le seul projet individuel. Et aujourd'hui, on a atteint finalement une façon de le constater de façon malheureusement très visible avec la PMA pour les femmes seules. Voilà, donc oui, bien sûr, j'étais là en 2013
et j'en suis aujourd'hui très fière. Alors, Ludovine de la Rochère, donc le président de l'époque, c'était François Hollande, il décide de promulguer cette loi. On l'a dit, cette loi aujourd'hui, c'est 70 000 mariages, donc c'est 3% des mariages en France. Alors, pourquoi fractionner autant le pays? Cette question qui a fractionné le pays pour seulement donc 3% pour 70 000 mariages. En fait, c'est même moins de 3%, à vrai dire. Donc, c'est effectivement tout à fait dérisoire. Et c'est dire à quel point c'est ultra minoritaire. Pourquoi fracturer le pays? D'abord, François Hollande n'avait aucune idée de ce que le pays allait être fracturé par ce projet de loi. Et il n'avait d'ailleurs aucune idée du fait que ensuite nous allions poursuivre le combat. Et cela fait 10 ans que cela ne s'est pas arrêté. Et effectivement, Aude Mirkovitch, juriste pour l'enfance, comme la Manif pour tous, ne se sont jamais arrêtés depuis, puisque c'est un engrenage. Je pense que François Hollande n'avait donc pas compris à quel point c'était un sujet majeur, un sujet anthropologique, social, éthique, politique. Et une fois embarqué, les mois de débat ont été très embarrassants pour lui, très compliqués pour lui. Rappelez-vous, chaque fois qu'un ministre sortait dans la rue et sortait pour un déplacement de ministre politique, donc, eh bien, nous étions là pour l'accueillir. Et il y a eu une multiplicité d'actions, outre les manifestations elles-mêmes. Et ce qui est aussi l'une des conséquences de ce projet de loi, c'est l'éveil des consciences, c'est la génération Manif pour tous, c'est tout un travail politique, culturel, juridique autour de ces sujets et qui a conduit à beaucoup de développement et qui font que aujourd'hui encore le pays est fracturé. Regardez tous les débats extrêmement vifs, extrêmement forts sur la question de la prétendue identité de genre, sur la question des transitions, sur la question de la GPA, sur la question de la PMA sans père, et tout ce qui va avec, parce que la PMA sans père, il faut savoir que elle va avec la PMA pour les personnes trans, et elle va aussi avec ce qu'on appelle la ROPA, qui est la réception des ovocytes par la partenaire, qui est une pratique revendiquée par les couples de lesbiennes. Alors la PMA sans père a été légalisée, mais toutes ces autres pratiques que j'évoque, eh bien nous avons empêché leur légalisation. Elles ont été proposées dans le cadre du projet de loi bioéthique, mais finalement, elles ne font pas partie de la loi bioéthique qui a été votée. Et donc, encore aujourd'hui, le pays, la France, est fracturé parce que nous nous battons, parce que nous agissons, nous intervenons, nous dénonçons, nous décryptons. Et on ne laisse pas, et puis il y a de plus en plus de personnes, d'universitaires, de livres, d'articles, de dénonciations, et au moins on peut se réjouir de ce que les voix se multiplient de toutes parts pour dénoncer tout ce qu'applique cette idéologie du genre, et qui est donc le mariage, soi-disant pour tous d'ailleurs, le mariage de personnes de même sexe, et toutes ces autres concrétisation de l'idéologie du genre. Et en particulier, quand on voit tous ces jeunes et même ces enfants, ces adolescents qui ne savent plus s'ils sont garçons ou filles, qui envisagent de transitionner, qui sont finalement sous emprise d'une sorte de secte, qui les convainc qu'ils ne sont peut-être pas nés dans le bon corps et qui les embarque vers des changements de prénoms, de pronoms, de look vestimentaire et surtout de traitements hormonaux, et voire un peu plus tard de chirurgie dite de réassignation sexuelle, eh bien c'est gravissime, c'est une tragédie pour ces jeunes. Et donc il y a une propagande très forte pour tout cela, mais il y a aussi des voix nombreuses de toutes parts, y compris de professionnels, qui s'opposent à cela. Et donc voilà, les débats restent très fort, et heureusement. Alors, on va en reparler justement de cet engrenage et donc forcément qui amène donc ces questions de genre. Tout de suite, c'est l'heure. Il est 8h01. C'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Ligne droite. Je suis pour. Je suis contre. Pour. Contre. La table ronde.
Et nous sommes avec Ludovine de la Rochère, présidente du syndicat de la famille, et Aude Mirkovitch, juriste, maître de conférence et porte-parole de l'association des juristes pour l'enfance. Aude Mirkovitch, je voulais revenir sur cette loi, donc on l'a dit, promulguée donc par François Hollande à l'époque. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était 70 000 mariages, c'est 70 000 mariages en 10 ans, donc 7 000 mariages par an, soit 3% des mariages. Alors, pourquoi faire une loi pour seulement 3% des mariages, pour seulement 70 000 mariages? Est-ce que derrière, il y avait déjà des revendications du lobby LGBT que vous connaissez bien? Oui, alors, pour tout dire, le fait qu'il y ait peu de mariages ou beaucoup, c'est évidemment un élément de décryptage du projet politique. Mais enfin, ce n'est pas tellement ça qui est important, parce qu'à la limite, il n'y aurait eu qu'un seul mariage. Ça suffit déjà à déconstruire toute l'institution et à lui faire changer de signification. Donc, le nombre, finalement, à la fin, est évidemment un élément intéressant, mais vous voyez, d'un point de vue juridique, ce qui importe, c'est la signification des institutions. Et justement, c'est même consternant qu'à la limite, pour si peu de personnes revendicantes, eh bien, on ait ainsi mis à mal le mariage pour tous, pour tout le monde. C'est le cas de le dire. Mais il faut bien avoir conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru à l'époque et qui croient encore aujourd'hui que finalement, voilà, les folies des uns, les revendications des autres ne les concernent pas. Mais malheureusement, nous sommes tous concernés, parce que quand on touche aux institutions, en réalité, on y touche pour tout le monde. Et notamment, c'est encore plus visible pour la filiation. C'est-à-dire que quand on change le sens de la filiation, qu'on la déconnecte de la réalité charnelle de l'engendrement de l'enfant, on la fait reposer sur la seule volonté individuelle et le projet parental des adultes, eh bien, on réduit finalement les parents à des éducateurs, à des responsables légaux, comme s'ils étaient simplement des tuteurs sans lien justement avec cette réalité charnelle. Et quand on fait évoluer le sens de l'institution, eh bien, c'est tout le monde qui en pâtit. Alors, ça ne se voit pas en 2 jours, parce que heureusement, on n'abat pas des institutions comme le mariage et la filiation en quelques années. Donc, il y a encore temps de réagir et de les rétablir sur des bases solides, justes. Mais enfin, quel que soit le nombre de personnes concernées finalement par ces réformes, c'est la société entière qui est concernée et qui est touchée et qui a tout à perdre. Et François-Xavier Bellamy, donc eurodéputé LR, était au micro de Radio J dimanche. Il a expliqué: quand je relis ce que j'ai pu écrire ou dire à cette occasion-là, je constate que tout ce que nous disions avec ceux qui s'opposaient au mariage pour tous s'est réalisé. Alors on l'a expliqué, Ludovine de la Rochère et vous, Aude Mirkovitch. Donc c'était une étape pour un projet plus long. Forcément, l'adoption pour les enfants est déjà très compliquée pour des couples hétérosexuels. Ça aurait été aussi très compliqué pour les couples homosexuels, donc forcément ça allait amener la PMA qui a été légalisée donc en 2021 pour les couples lesbiens, et puis la GPA qui n'est pas encore légalisée pour les couples homosexuels d'hommes. Alors on nous avait expliqué lors du mariage pour tous, oui, le mariage pour tous, oui, mais la PMA jamais. Et aujourd'hui, Ludovine de la Rochère, la PMA est autorisée donc pour les couples lesbiens. Alors qu'est-ce que ça a changé, cette légalisation de la PMA pour les couples homosexuels femmes? Alors à vrai dire, sur la PMA sans père, au départ, ils étaient discrets, mais ils en avaient bien l'intention dès l'origine et dès 2012-2013. Et donc, il y avait même eu un amendement dans le projet de loi Taubira, un amendement pour ouvrir en même temps la PMA sans père, et que donc François Hollande avait fait retirer. Puis, il y a eu plusieurs tentatives tout le long du quinquennat de François Hollande, et avec le retrait d'un projet de loi famille porté par la ministre Dominique Bertinotti, et le retrait de ce projet de loi qui préparer le terrain, enfin qui visait qui était une nouvelle tentative de légaliser la PMA sans père, a été retiré le 3 février 2014, le lendemain d'une manifestation de la Manif pour tous. Et vous avez raison, finalement, 8 ans plus tard, profitant d'ailleurs du Covid et en passant au forceps au Parlement, Emmanuel Macron a fini par faire passer la PMA sans père. Et donc pendant 8 ans, eh bien, la bataille a été très rude. Pourquoi ? Parce que la PMA sans père, d'abord, elle consiste à priver volontairement un enfant de père, puisqu'il s'agit de la PMA pour les couples de femmes ou éventuellement, en tant qu'affaire au passage, il voulait aussi pour les femmes seules.
c'est considéré qu'un père, c'est anodin, c'est accessoire, on peut s'en passer, et prétendument, ça n'a pas d'importance pour l'enfant. Évidemment, c'est une tragédie de priver un enfant, de ne pas avoir de père, d'être privé de père pour toute sa vie, et c'est tout à fait contraire aux besoins fondamentaux de l'enfant et à l'éthique que de priver sciemment des enfants de père. Par ailleurs, avec la PMA sans père, a été créée une filiation fictive, une filiation bidon, qui consiste à prétendre qu'un enfant a deux mères, puisque on peut inscrire, depuis cette loi bioéthique, enfin dite bioéthique de 2021, on peut inscrire deux mères sur l'acte de naissance d'un enfant. Ce qui est, on voit bien donc que le droit a décollé de la réalité, enfin est déconnecté désormais de la réalité humaine, et dans l'esprit d'un certain nombre, d'une partie du public, ou en tout cas dans l'esprit des bobos, dans l'esprit des associations LGBT et de nos politiques, eh bien, prétendument un enfant peut avoir et a deux mères. Et puis, en créant cette filiation fictive, eh bien, on a ouvert naturellement, comme toujours, chaque mesure anthropologique entraîne, ou chaque recul anthropologique et éthique en entraîne d'autres. C'est-à-dire qu'en ouvrant la PMA sans père, on a créé cette filiation fictive. Ça veut dire qu'on peut aussi bien, demain matin, décréter qu'un enfant peut avoir deux pères, si on veut légaliser la gestation pour autrui. Alors la GPA, au contraire, elle a plutôt subi un coup d'arrêt avec la loi de bioéthique 2021, et pour le moment, il n'est pas question de la légaliser. On sait très bien que c'est une revendication, évidemment, des associations LGBT, mais on y reviendra sans doute. Et puis, si un enfant peut avoir deux mères ou deux pères, tant qu'à faire, il pourrait aussi avoir deux pères et deux mères, deux pères et une mère, que sais-je. Alors, on va me dire que j'exagère, malheureusement non. Si on suit bien ce qui est en cours, dans les médias, les propos qu'on entend, depuis quelque temps, on nous parle du polyamour. C'était Marlène Schiappa notamment qui en parlait. On nous parle du trouble. Ce qu'on appelle le trouble, c'est le couple à trois. Donc il y a déjà ça, si vous voulez, qui est un fond dont on voit bien qu'il est présent, une revendication. Et on sait par ailleurs qu'il y a des couples de même sexe, donc des couples de femmes qui passent des accords avec des couples d'hommes pour avoir un enfant ensemble, et ils passent des actes, des accords devant notaire, alors qu'ils n'ont en fait aucune valeur juridique, pour s'inscrire, en tout cas dans un accord privé, comme étant les deux pères, prétendument les deux pères et les deux mères de cet enfant. Et cette revendication de la pluriparentalité, elle est portée par les associations LGBT. Voilà, on voit bien que dès que la filiation n'est plus connectée, cohérente avec la réalité, eh bien, tout devient possible, et naturellement au détriment de l'enfant, puisque tout cela n'est que le bon vouloir des adultes, et en réalité, il est bien facile de dire non, mais les enfants, tout ce qui compte, c'est l'amour, et tout va bien, et d'ailleurs, regardez, nos enfants sont très heureux, voire même, ils sont plus heureux que les enfants qui ont un père et une mère. Évidemment, plus c'est gros, plus ça passe. Oui. Voilà, donc cette PMA sans père, elle a aussi ouvert ça. Et puis, je le disais tout à l'heure, la PMA sans père, elle a ouvert aussi, et ça a failli y avoir lieu, et c'est une revendication là qui est portée, tant qu'à faire, la PMA pour les personnes trans. Donc imaginez un couple de deux hommes qui sont en fait des hommes trans, c'est-à-dire que ce sont en réalité deux femmes qui se sont fait déclarer hommes à l'état civil, puisqu'aujourd'hui on peut changer de sexe presque sans déclaration. Et donc ce couple de femmes est en apparence un couple d'hommes, ou officiellement sur le papier un couple d'hommes. Et aujourd'hui, comme couple d'hommes, ils ne peuvent pas réclamer la PMA, alors qu'en fait c'est un couple de femmes. Et d'où cette réclamation d'avoir aussi une PMA pour les personnes trans, c'est-à-dire une PMA qui autorise non seulement les femmes, mais aussi ce qu'on appelle les hommes trans, qui sont toujours des femmes, à accéder à la PMA. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et puis voilà. Et puis il y a la PMA permet toutes sortes de bricolages, et il y a également la PMA post-mortem. Il y a la ROPA, donc la ROPA, dans le couple de femmes, vous avez
l'une des femmes dont on prélève les ovocytes, on fait une fécondation in vitro avec du sperme, le sperme d'un donneur, et puis ensuite on insémine l'autre femme du couple. Voilà. Mais pour revenir à la PMA sans père, elle a une autre incidence, évidemment. Elle en a beaucoup, mais une troisième, qui est que l'on considère les hommes comme des distributeurs de sperme, puisque ces couples de femmes ou ces femmes seules, par définition, il leur faut un don de sperme. Et donc, cela veut dire que l'on réclame, et il y a des campagnes de communication, on réclame des hommes qui aient la générosité et l'altruisme de bien vouloir donner leur sperme, là encore comme si c'était anodin, comme si ça n'était rien d'avoir des enfants dans la nature conçus in vitro pour des femmes inconnues. Et comme il y a naturellement une pénurie de sperme, puisque là il en faut beaucoup plus, puisque 100% de ces personnes ont besoin d'un don, eh bien les yeux se tournent vers les pays qui payent les hommes et la possibilité de rémunérer le don de sperme, donc d'arriver à une marchandisation des produits du corps humain, est là aussi un sujet qui est sur la table. Alors de manière discrète, parce que nous avions beaucoup dénoncé cette conséquence, mais là aussi, la bataille se livre pied à pied, puisque cela arrangerait bien et faciliterait bien toute cette activité procréative, si l'on pouvait finalement rémunérer les hommes pour cela. Oui, et puis c'est le début de la fabrication d'un enfant par la technique Odmerkovitch, c'est-à-dire que la PMA sans père, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin du père, le père est exclu, et c'est la technique, c'est les scientifiques qui finalement ont ce pouvoir d'enfanter, de pouvoir fabriquer un enfant pour des parents qui ont ce qu'ils appellent un désir d'enfant. Oui, alors c'est pas la PMA sans père qui est le début de ça, parce qu'il faut reconnaître que la PMA sans père, elle n'est pas arrivée par hasard de nulle part. C'est que depuis le début, le fait de concevoir des enfants de donneurs, y compris au profit de couples hommes-femmes, était déjà une injustice à l'égard de l'enfant. Parce que déjà, ça revenait à considérer que la réalité charnelle de la filiation, de l'engendrement, le lien charnel entre l'enfant et ses parents, en fait, était secondaire et qu'on pouvait en priver l'enfant au profit d'un désir d'adulte. Et on essaie de relativiser ça, justement, en disant « Oh là là, mais ce qui compte dans la filiation, c'est pas le lien biologique, c'est l'engagement et c'est l'amour auprès de l'enfant. » Mais en réalité, ça n'est pas vrai. C'est vrai que le lien biologique n'est pas le tout de la filiation et qu'il existe des filiations en dehors du lien biologique qui sont très valables et très solides, mais on ne peut pas en déduire pour autant que le lien biologique serait indifférent, tellement secondaire qu'on pourrait en priver l'enfant. Et d'ailleurs, pour le comprendre, il n'y a qu'à voir ce qui se passe lorsqu'un couple, y compris un couple homme-femme, est en processus de PMA et qu'il subit une erreur médicale. Lorsque la femme, par erreur, est inséminée avec les gamètes d'un autre homme que son conjoint et qu'elle attend donc un enfant qui n'est pas issu du couple, eh bien, s'il est vrai que seul compte en matière de filiation l'amour et l'engagement à l'égard de l'enfant, ça ne devrait pas poser de problème. Or, en réalité, pour ces couples, c'est un véritable drame. Vraiment, c'est un drame qui remet en cause tout leur univers. Et après, on se permet d'écrire dans la loi d'écrire la loi comme si, pour un enfant, pour lui, ce serait indifférent d'avoir comme parents ses géniteurs ou n'importe qui d'autre. Donc l'injustice, elle est là depuis le début dans la PMA avec donneur. Et puis, justement, la PMA avec donneur a servi de levier et de prétexte. On dit, puisqu'on peut écarter le père biologique, écartons le père tout court, et nous avons maintenant des enfants qui sont carrément privés de toute lignée paternelle, ce qui est bien entendu, qui est bien plus grave et va plus loin. Mais la refondation du droit de la famille sur des bases solides ne concerne pas que la PMA sans père, c'est la PMA tout court qu'il faut repenser, et y compris avec donneur. Et Ludovine de la Rochère, donc on parlait de la GPA, la gestation pour autrui, qui est en réalité donc des mères porteuses pour les couples d'homosexuels hommes, donc qui voudraient avoir des enfants. Elle n'est pas autorisée en France, mais au nom de l'égalité, si la PMA sans père est autorisée, on devrait avoir la GPA. Mais la GPA est tout de même tolérée en France parce qu'il y a les gens qui ont les moyens peuvent se payer donc des GPA en Belgique où c'est autorisé ou aux États-Unis ou en Ukraine. Oui, absolument. Malheureusement, la loi n'interdit pas à des personnes, donc ça peut être des couples d'hommes, mais ça peut aussi être des hommes seuls, ou ça peut être des couples hommes-femmes. La GPA, elle concerne tous les cas de figure. La loi n'interdit pas à des personnes d'aller à l'étranger
à tout le moins dans un pays où la GPA est légale, pour commander un enfant et pour exiger d'une femme et payer une femme pour qu'elle produise un enfant qu'ensuite on va lui arracher et que l'on va ramener en France. Et donc, il y a des personnes qui vont, vous avez raison, beaucoup en Ukraine, mais aussi aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays, Inde, Thaïlande, Nigeria, enfin Mexique. Enfin, voilà, les pays sont nombreux. Ce sont des pays dans lesquels soit la GPA est autorisée de manière tout à fait officielle, soit la GPA n'est pas interdite et donc dans les faits, elle est pratiquée. Il y a d'ailleurs aussi la Russie. Enfin voilà. Et du côté de l'Europe, la GPA dans sa forme prétendument éthique, c'est-à-dire avec une rémunération qui théoriquement n'est qu'une indemnisation, elle est possible en effet en Belgique, en Grande-Bretagne, au Portugal, en Grèce, à Chypre, etc. Donc vous voyez, malheureusement, les possibilités sont nombreuses. Et puis les agences de gestation pour autrui viennent démarcher, viennent prospecter sur le sol français, soit par Internet, les réseaux sociaux, etc., soit même au cours de réunions, qui sont des réunions commerciales, et pour vendre des contrats de GPA. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que la loi interdit le démarchage commercial en vue d'une GPA sur le territoire français ou en s'adressant à des Français. En revanche, sous prétexte de liberté d'expression, parler de la GPA, faire la promotion de la GPA n'est pas illégal. Et c'est comme ça que l'on voit, par exemple, le journaliste Marc-Olivier Fogiel ou Christophe Beaugrand raconter, témoigner dans des livres de promotion de la GPA, eh bien, leur histoire de gestation pour autrui et comment ils ont fondé une famille merveilleuse en recourant à une mère porteuse. Bien sûr, ils prétendent que la mère porteuse est tout à fait volontaire, tout à fait heureuse et tout à fait épanouie. C'est formidable, d'après eux, d'être exploitée et de se voir utilisée comme incubatrice. Et ils en font la promotion. Et une promotion importante puisque ce sont des journalistes qui ont tout leur réseau de connaissances dans les médias et qui font de véritables opérations, de véritables campagnes de communication. Et donc, ces commandes d'enfants à l'étranger, cela suppose que une fois l'enfant livré, eh bien, ces personnes veulent revenir en France. Et là, il y a tout un processus et qui atteste aussi du laxisme très grand à cet égard, de la tolérance et de la bienveillance en vérité à l'égard de la GPA, puisqu'il faut savoir que d'abord, pour ramener un enfant en France, il faut un laissez-passer consulaire. Il faut l'acte de naissance de l'enfant, il faut un certain nombre de documents, et puis il faut un laissez-passer consulaire. Et le fait est qu'aujourd'hui, les consulats de France, aux États-Unis, au Canada, en Ukraine, etc., délivrent ces laissez-passer. Et donc ces personnes reviennent et savent à l'avance qu'elles n'auront pas de difficultés. C'est bien pour ça qu'elles passent commande. Elles reviennent malgré ce que ça peut représenter. Donc ces personnes reviennent sur le territoire français au bénéfice, grâce à ce laissez-passer, puis réclament la retranscription de l'acte de naissance de l'enfant à l'état civil français. Alors, il faut savoir qu'en vérité, la France reconnaît les actes de naissance légalement établis à l'étranger, mais quand ils réclament cette retranscription, c'est parce qu'ils veulent une reconnaissance officielle, ils veulent forcer la France à les reconnaître, donc éventuellement deux hommes ou un homme seul, donc le couple homme-femme, comme les parents de l'enfant. Exit la mère porteuse, il faut que la France inscrive une filiation fictive à son état civil. Et c'est en fait un acte qui est lié à des raisons d'ego, premièrement. Je veux que nous soyons, chacun d'entre nous, reconnus comme les parents de l'enfant. C'est un acte militant, puisque cela consiste à faire reconnaître de fait la GPA par la France. Et donc c'est un acte militant. Et troisièmement, d'autant plus militant qu'il s'agit de faire avancer la GPA par étapes. Et donc voilà, nous sommes dans une situation extrêmement hypocrite à l'égard de la gestation pour autrui. Alors ces retranscriptions, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans la loi de bioéthique, finalement, après des débats et des échanges divers et variés au cours des navettes parlementaires, finalement, la loi a plutôt mis pour le moment un coup d'arrêt à ces retranscriptions. Elles étaient en train de devenir systématiques.
suite à une décision de la Cour de cassation qui était suivie par le tribunal de Nantes, qui est celui de l'état civil nantais, parce qu'à Nantes, il y a l'état civil des Français nés à l'étranger. Et finalement, il y a un coup d'arrêt qui a été donné à ces retranscriptions. Et du coup, il y a aujourd'hui un projet qui a été élaboré par le ministère de la Justice. Alors, sans aller dans tous les aspects techniques, on sait qu'il y a aujourd'hui une nouvelle tentative qui va se présenter et qui vise à rendre systématique ces retranscriptions. Et ces retranscriptions, c'est très grave parce que c'est, donc reconnaître de fait la GPA, mais deux, les enfants qui envisagent de commander un enfant, les adultes qui envisagent de commander un enfant, s'ils savent que ça va être très compliqué sur le plan administratif, pour un certain nombre, ça les fait renoncer à commander un enfant. C'est extraordinaire. D'ailleurs, pour eux, ce qui est plus grave, c'est le problème administratif et non pas le problème humain posé par la GPA. C'est stupéfiant en vérité. Mais donc, si on arrivait à une retranscription systématique, cela ferait exploser le business de la GPA et donc le nombre d'enfants, le nombre de femmes exploitées et bien sûr le nombre d'enfants conçus pour être arrachés à leur mère, commandés suivant tous les desiderata des commanditaires. Et donc cela développerait ce trafic international d'êtres humains, puisque la GPA, c'est un trafic international d'êtres humains. Donc voilà où nous en sommes sur cette question de la GPA. En revanche, pour souligner un point, il n'y a plus eu depuis 2012-2013 de proposition de loi pour légaliser la GPA. On voit bien qu'il y a un retrait qui est lié au combat mené contre la GPA jour après jour depuis des années. Malgré tout, c'est donc une bataille pied à pied, comme vous le comprenez. Et puis, donc, il y a 10 ans, le mariage pour tous était légalisé. On l'a dit, il y a eu donc, des personnes, des députés, Gérald Darmanin, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Jean-François Copé, qui étaient députés, qui ont voté contre cette loi, qui aujourd'hui le regrettent. Même aujourd'hui, Éric Zemmour ou François-Xavier Bellamy ne souhaitent pas revenir sur cette loi. Et pourtant, on apprend qu'aujourd'hui, 59% des Français interrogés approuvaient le droit au mariage pour les couples de même sexe. Donc, il y a tout de même 41% de la population qui est toujours contre. L'opinion est restée stable jusqu'en 2012, donc il n'y a pas non plus un consensus complètement, Aude Mirkovitch, sur ce mariage pour tous dans la population française. Non, alors vous savez, les sondages, c'est une chose. Vous savez, à l'heure de faire le bilan, que chacun se demande où en serait la société française s'il n'y avait pas eu la manif pour tous. Heureusement, il y a eu la manif pour tous. Le calendrier législatif qu'on a depuis, c'est un seul calendrier et c'est pour ça qu'on continue à se battre pied à pied parce que le jour où on arrivera à enfoncer, à faire une brèche quelque part dans cette idéologie, tout va se rétablir, tout est lié. Donc c'est pourquoi, oui, tant mieux qu'il n'y ait pas encore de consensus sur le sujet. Mais il n'y a pas de consensus parce que chaque étape en fait entraîne, élargit, agrandit la prise de conscience parce qu'avec ici un donneur qui a engendré 250 enfants, là maintenant les transitions de genre qui sont promues à l'école, voilà, chaque fait divers ou chaque étape de ce calendrier législatif accroît la prise de conscience. Donc le combat continue jusqu'au rétablissement complet du lien social sur ces bases justes. Et à nous continuons, Ludovine, moi et les autres, et chers auditeurs, continuons tous à informer et à contribuer justement à ce que le peuple demeure vigilant jusqu'à rétablir le droit de la famille. Merci beaucoup Aude Mirkovitch. On rappelle que vous êtes juriste, maître de conférence et puis porte-parole de l'association des juristes pour l'enfance, auteur de l'APMA, un enjeu de société et de questionnement de genre chez les enfants et les adolescents aux éditions Artege. Et merci Ludovine de la Rochère. On rappelle que vous êtes président du syndicat de la famille. Merci à toutes les deux.